Chers amis, bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs de notre libre journal, sur lequel, comme vous le savez, vous venez de l'entendre d'ailleurs, vous pouvez intervenir. Ce libre journal qui est en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui faisait aujourd'hui sa rentrée scolaire sur le campus de Lyon, mais vous savez qu'il existe également un cycle de formation continue à Paris. Aujourd'hui est une journée évidemment spéciale, ce qui fait que j'ai bousculé un peu mon programme. Parce que je ne m'attendais pas à ce que M. Bayrou, je précise qu'il faut prononcer Bayrou dans la langue de Bernays et non pas Bérou. Bayrou donc a décidé de demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale et tout le monde évidemment s'attend à ce qui va se passer. Alors, j'ai reporté un peu plus tard l'invité que j'avais prévu pour accueillir avec honneur et joie le professeur Rouvillois, que vous voyez pour ceux qui nous regardent, que vous voyez à l'écran, et qui est professeur de droit constitutionnel. Donc qui mieux que Frédéric Rouvillois pouvait nous aider à mieux comprendre la situation, à analyser un peu les choses et en fait à nous enseigner, parce que cette émission, comme vous le savez, c'est quand même un peu une sorte de cours. N'oublions pas que c'est une émission en partenariat avec l'ICEP. Alors pour la journée d'aujourd'hui, la séance a commencé à 15 heures. Il est 18 heures passé de 2 minutes. Normalement, le vote devrait avoir lieu vers 19 heures, peut-être 19h30. Alors, notre émission s'arrête à 19h30. Mais je pense qu'en fait, le vote va commencer à 19h30, je suppose. Donc, il est peu probable que nous ayons les résultats à temps, du moins dans notre direct. Bon, on va bien voir. Avec un peu de chance, on aura nos résultats. Cela dit, en principe, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. On a connu dans l'histoire la fameuse journée des dupes, où l'on s'attendait à ce que la régente chasse son Premier ministre. Et puis, en définitive, le Premier ministre avait été reconduit par décision de la régente, évidemment sanctionnée par la signature du roi, qui était à ce moment-là, qui n'était pas en état de gouverner. Donc, mais enfin, c'est, disons, peu probable aujourd'hui, d'autant que nous sommes entrés, tout le monde l'a compris, dans une crise non seulement politique, mais probablement sociale. Évidemment, on peut pas, nous ne lisons pas dans le café, dans le mar de café, mais enfin, on va aborder toutes ces questions-là. Mais avant, cher professeur, merci encore une fois d'être venu. Avant de vous poser des questions en tant que professeur de droit, nous devons dresser un état des lieux pour comprendre le dysfonctionnement parlementaire qui nous accable depuis en fait toute cette mandature, le début de cette mandature. Et vous me direz si ma présentation vous convient ou pas. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible à nos auditeurs et téléspectateurs ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent mieux le fonctionnement des règles au sommet de l'État dans le contexte parlementaire actuel. On fait donc le bilan d'une année de mandature, puisque le Premier ministre nous donne l'occasion de le faire, et ce bilan, évidemment, n'a satisfait personne, au point que beaucoup attendaient que passent les 12 mois suivant la dernière dissolution pour rebattre les cartes, parce que nous savons que lorsque le président use de son pouvoir de dissolution, il doit attendre un an, vous me reprendrez, monsieur le professeur, il doit attendre un an avant de pouvoir dissoudre de nouveau. Alors, à vrai dire, aucun parti n'avait pris l'initiative par méfiance les uns envers les autres, mais la décision du Premier ministre de demander un vote de confiance en fournit aujourd'hui l'occasion. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Vous me direz, monsieur le professeur, si j'ai raison de présenter des choses comme ça. En principe, c'est simple à comprendre. Sous la 4e République, qui n'était jamais qu'une copie de la 3e, quand l'essentiel du pouvoir revenait aux parlementaires, donc avant que De Gaulle ne restaure un chef d'État qu'on avait perdu depuis Napoléon III, il était tout à fait possible à des partis éloignés les uns des autres de voter dans le même sens pour renverser un gouvernement. On disait alors, si je ne m'abuse, le ministère ou le cabinet, enfin bon,
le gouvernement, et en instituer un nouveau. Mais évidemment, cette coalition électorale de circonstances engendrait par la suite une coalition de gouvernement. On votait ensemble pour gouverner ensemble. Donc la logique parlementaire était respectée, car les élections législatives sont là pour former une majorité de gouvernement. Alors bien sûr, ces ministères qui étaient faits de briques et de broc étaient fragiles, parce que les morceaux qui les composaient n'étaient pas toujours compatibles dans la durée. C'est ce qui explique qu'ils chutaient souvent. Sous la Quatrième République, c'était un rythme exagérément rapide. Et avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, donc une nouvelle République a été mise en place, c'est la cinquième qui a restauré les pouvoirs d'un véritable chef d'État, cohabitant avec le Parlement. Et ce qui s'est révélé nouveau, aux dernières législatives, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, c'est l'inadéquation que je crois inédite, mais vous me reprendrez, monsieur le professeur, entre la coalition électorale et la coalition parlementaire. Alors, dans un premier temps, il y a eu des résultats électoraux, mais enfin, comme on est dans des législatives à 2 tours, on n'est pas en Angleterre, eh bien, après le premier tour, normalement, il y aurait dû avoir une majorité absolue pour le RN. Mais tout le monde s'est coalisé contre le RN, et quand je dis tout le monde, ça allait de l'extrême gauche islamo-gauchiste, on va dire, jusqu'à la droite, en fait, parlementaire de type les Républicains, etc. Donc tous ceux qui autrefois constituaient l'UMP et l'UDF, enfin l'UMP, c'est-à-dire le RPR et l'UDF, à la seule exception d'Éric Ciotti, qui a emmené derrière lui quelques résidus des LR. Et donc tout ça, tous ces gens-là ont passé des accords de désistement au deuxième tour. Ça a empêché le RN d'avoir une majorité et donc de gouverner. Donc la manœuvre a réussi. Mais normalement, en toute logique, elle aurait dû aboutir à une alliance de gouvernement. À une alliance électorale devait succéder une alliance de gouvernement. Or, à ce moment-là, chaque parti est retourné chez lui. Les islamo-gauchistes n'ont pas voulu gouverner avec le LR, par exemple, pour dire les choses en résumé. Et donc, en refusant de gouverner ensemble, on a assisté à une première dans l'histoire parlementaire. Et il en est résulté une assemblée sans aucune majorité. Donc un Premier ministre de la même couleur que le président, mais extrêmement minoritaire en nombre de sièges. Bayrou, c'était le MoDem, c'était rien du tout, quoi. Donc, en somme, une France ingouvernable. Et le premier chef du gouvernement, appelé, c'était pas Bayrou, c'était Barnier, mais enfin on sait bien qu'il est tombé rapidement. Et le second a été simplement protégé par l'impossibilité pour le président de dissoudre une deuxième fois l'Assemblée avant les fameux 12 mois écoulés. Ou alors, il eût fallu que le président lui-même résignât sa charge pour remettre les pendules politiques à l'heure, comme aurait peut-être fait De Gaulle, mais on y reviendra là-dessus peut-être en fin d'émission. Et il nous reste à attendre, évidemment, ce qui va sortir de ce nouveau scrutin législatif. Si une nouvelle fois aucune majorité se dessine, et que les partis alliés contre le RN refusent toujours de gouverner ensemble, la France continuera de tourner en rond. Est-ce que vous valider cette présentation un peu résumée, rapide, que je fais de la crise, en fait, née du fait qu'une alliance électorale n'a pas abouti à une alliance gouvernementale. Monsieur le professeur. Bonjour tout d'abord, cher monsieur, et merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, c'est un cas de figure qui est un petit peu nouveau. Ceci dit, juridiquement, si vous voulez, il n'y a pas de liaison nécessaire entre une alliance gouvernementale, enfin une alliance électorale et une alliance gouvernementale. Il y a eu d'autres cas, effectivement, entre guillemets, barrage républicain au cours de notre histoire, même de la Ve République. Vous savez que le premier barrage républicain qui est instauré, qui est suggéré et institué, c'est contre De Gaulle lui-même en 62 pour des législatives qui suivent donc la dissolution de l'Assemblée. Et là, que se passe-t-il à ce moment-là, en 62 ? Non, mais effectivement, il y a pas de barrage, il y a une alliance, il y a une alliance. Alors en 62, ce qui se passe, c'est que donc le général de Gaulle, après la fin de la guerre d'Algérie,
euh, constate que, d'une part, le régime des partis, comme il l'appelle, est en train de se requinquer, si j'ose dire, et que, d'autre part, il pense qu'il faut songer à l'avenir. Il y pense d'autant plus que il a été victime, il n'en est pas mort, mais il a quand même été victime d'une tentative d'attentat au Petit Petit Clamart Clamart, oui. euh, au mois d'août 62, et donc il va expliquer aux Français que pour essayer de pérenniser finalement la Ve République, il faut changer une règle essentielle qui est qui est la question de la désignation du président de la République. En 58, en effet, lorsque la Constitution avait été établie, euh, pour diverses raisons, mais notamment des raisons de tactique politique et électorale, le général de Gaulle avait renoncé à introduire dans la future Constitution le principe donc de l'élection du président au suffrage universel direct, Alors qui rappelons, est pardonnez-moi, rappelons à ceux qui nous écoutent, dont beaucoup d'étudiants qui aiment beaucoup notre émission, que ce président est donc élu à l'époque par les parlementaires. Hein, il n'est pas élu au suffrage universel. en fait, disons que il est élu par les parlementaires pendant la quatrième République, Oui, oui, jusqu'en c'est ce que je veux dire, oui. Oui, oui. En 58, effectivement, les choses vont être modifiées, mais pas totalement. C'est-à-dire que le général de Gaulle sait très bien que l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est un tabou complet dans la tradition républicaine, tout simplement parce que ça rappelle Le chef l'élection d'État. rencontreuse du futur Napoléon III, donc Ben voilà, le ouais, c'est ça. Bonaparte, Oui. en décembre 1848, avec les conséquences que ça a pu avoir. Et donc voilà, c'est totalement out. Et donc c'est la raison pour laquelle, en 58, le général de Gaulle y renonce et va prévoir l'élection du président de la République, qui a quand même une place d'emblée capitale au sein du système, par ce qu'on appelle un collège élargi d'environ 80 000 personnes, qui sont des élus par ailleurs. Hein. C'est un peu grosso modo comme l'élection du Sénat. D'accord. Euh, Ouais. Donc des grands électeurs, si on peut Grands dire. électeurs. Mais voilà, ça suffit pas à donner à un homme politique quelconque qui ne serait pas De Gaulle, qui n'aurait pas cette espèce de légitimité due à la résistance et au 18 juin, ça ne suffirait pas à lui donner une stature suffisante. Et donc De Gaulle va se dire, quel est le moyen de donner à mon successeur une stature politique réellement forte qui lui permettra d'assumer les fonctions très, très lourdes, très complexes qui sont les siennes sous la Ve République. Pardonne, Réponse, pardonnez-moi, oui, pardonnez-moi. Quand il décide de l'instauration de ces grands électeurs-là, est-ce avant ou après l'épisode du comte de Paris, où à un moment il a pensé au comte de Paris pour lui ah non, non, succéder? c'est bien avant. C'est bien avant. Il pense au comte de Paris, si tant est qu'il y pense, justement après 62, si vous voulez. Il y pense Hum. en 60, oui, probablement dans ces eaux-là. Alors évidemment, il connaît le comte de Paris depuis longtemps, hein, et pour cause. Hein. Il avait rencontré personnellement dès 54. Il avait entendu parler de lui auparavant, quand il était plus ou moins proche de l'Action française. Donc voilà, il connaissait le personnage, mais voilà, il n'y pense pas vraiment. Il y pensera, ou en tout cas, s'il y pense, il n'y pense pas avant la révision 62. Et alors donc, je reviens à mon Mhm. point de départ, si vous voulez. Donc en 62, De Gaulle se dit, la seule manière de pérenniser le système, la Ve République, c'est de donner à son chef, qui en est véritablement le centre, hein, une légitimité forte. Et dans le système démocratique, c'est forcément une légitimité élective. La seule solution, c'est donc que le président de la République devra être élu au suffrage universel, non pas indirect, comme c'était le cas jusqu'alors, mais direct, c'est-à-dire D'accord. directement par l'ensemble des Français. Et donc, il va en avertir les Français à la radio, dans une conférence de presse qui va beaucoup émouvoir les gens, d'autant plus qu'il surfe un petit peu, si je puis dire, sur l'attentat auquel il vient d'échapper. Euh, et en même temps, parallèlement à cela, euh, il s'adresse aux Français qui sont assez attentifs, mais en même temps, il s'adresse aux parlementaires, aux hommes à la classe politique, on va dire, qui, elle, est absolument furieuse.
absolument furieuse et ne supporte pas cette hypothèse. Elle pensait que De Gaulle était là pour liquider la question algérienne et qu'ensuite il partirait, Ouais, ouais. reviendrait finalement à une sorte de quatrième république. Et là, avec cette perspective, avec cette révision qui s'amorce, ils comprennent que bah, c'est fini, qu'il n'y aura plus de retour à la quatrième. Et donc, les parlementaires, aussi bien d'ailleurs au Sénat qu'à l'Assemblée, vont expliquer qu'ils refusent cette révision, ce qui va conduire techniquement le président de Gaulle à utiliser une autre voie que la voie, disons, ordinaire, normale, pour la révision de la Constitution. Normalement, la voie normale, c'est le référendum de l'article 89 euh, qui prévoit que, voilà, pour réviser la Constitution, il faut d'abord que le texte de la révision ait été adopté par les deux assemblées, les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, en termes identiques. Et là, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible puisqu'il y a un blocage. Ouais. Et ensuite seulement, donc, il y a le référendum. Mais il y a un autre type de référendum, qui est la forme dite de l'article 11, qui prévoit que le chef de l'État peut s'adresser directement aux Français, sans passer par les assemblées, pour leur demander d'adopter une transformation des institutions. Euh, alors, a priori, donc les juristes ne sont pas tous d'accord sur la question, mais on considère, notamment à l'époque, que euh, l'article 11, le référendum de l'article 11, ne permet pas de modifier la Constitution. Mais De Gaulle va prendre les choses, non pas en juriste, mais en politique, il s'en fout complètement D'accord. du droit, hein, vous savez, non pas en juriste, mais en politique, en disant que dans le système actuel, c'est le peuple qui est souverain, c'est lui qui est juridiquement l'auteur de la Constitution, et par conséquent, s'il a envie de modifier lui-même directement un texte dont il est l'auteur, il a le droit de le faire. Voilà. On Et est donc, très loin de 2005, entre on est parenthèses, très loin de 2005, on est très loin de... C'est ça, bien sûr, ouais, du évidemment, traité ça, de Lisbonne. comme ça, on pourrait vraiment effectivement passer des heures à Hmm. gloser sur cette question du référendum Ouais, ouais. et la manière dont celui-ci a été totalement désactivé par les successeurs du général de Gaulle. Alors, Enfin, donc, l'issue de ce conflit, donc, ça a été quoi? à l'issue de ce conflit, donc à l'issue de cette annonce, hein, le général de Gaulle qui explique qu'il va utiliser l'article 11 et donc qui va court-circuiter le Parlement pour faire adopter sa révision. Les parlementaires sont absolument furieux et donc ils vont s'en prendre au Premier ministre du général de Gaulle, qui à l'époque est Georges Pompidou, qui a été nommé quelques mois plus tôt, donc après les accords d'Évian. Et donc, ils s'en prennent à Georges Pompidou et ils vont, en fait, donc, adopter pour la première fois une motion de censure contre le gouvernement Pompidou. Une motion de censure, donc, qui va jusqu'au bout, hein, qui est adoptée par la majorité. Sauf que, et là c'est assez amusant parce que j'ai entendu l'un de mes éminents collègues dire absolument le contraire, en oubliant complètement cette anecdote sur France Info hier. Georges Pompidou a l'obligation, ayant été mis en minorité, d'aller présenter la démission de son gouvernement au président. C'est l'article 50. OK. C'est ce que fait Pompidou. Sauf que De Gaulle lui dit, bah non, vous me la présentez, moi je l'accepte pas. Et là, patatras, parce que rien n'empêche effectivement le président de la République de réaliser cette espèce de coup d'État, si vous voulez, politique. Hein, Qui lui sera reproché, le coup d'État permanent avec. évidemment, Ouais, ouais. parce que très clairement, effectivement, d'après la Constitution, l'esprit de la Constitution, voilà, dans un régime parlementaire, lorsque le gouvernement a été mis en minorité et qu'il présente sa démission au chef de l'État, le chef de l'État n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Mais De Gaulle ne le fait pas. De D'accord. Gaulle, là encore, il se dit, voilà, nous sommes en démocratie. En démocratie, le peuple est le souverain. C'est le peuple qui va arbitrer ce conflit, cette querelle entre le gouvernement de Pompidou, qui vient d'être mis en minorité, et l'Assemblée.
national qui a voté cette mise en minorité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, d'une part, il conserve le gouvernement Pompidou, voilà, il n'accepte pas sa démission, et d'autre part, il va dissoudre l'Assemblée, il va organiser de nouvelles élections, qui ont lieu donc quelques semaines plus tard, des élections qui vont être très largement remportées par son camp. Et à partir de là, eh ben, il est absolument tranquille, hein. Il le dit d'ailleurs dans un conseil des ministres à ce moment-là. Là, maintenant, on est tranquille pour quelques années. Voilà, il y a plus de problème. Donc on n'est Euh, pas du tout dans le cas de figure que je venais d'exposer. non, non, La France était non, gouvernable. la France était gouvernable, et elle est gouvernable parce qu'effectivement, mais elle est gouvernable notamment parce que euh, Il y a une voilà, majorité il y a gaulliste, quoi. Ouais, effectivement un bloc présidentiel qui est suffisamment important ouais, ouais. pour que les autres partis ne puissent pas, enfin, d'abord pour agréger d'autres petits partis éventuellement au bloc principal, et pour faire en sorte que bah, les autres partis, hein, l'opposition, on va dire, c'est à l'époque que cette notion va apparaître finalement, que l'opposition ne puisse pas s'y opposer, et que bah, le système, vaille que vaille, puisse fonctionner. Il y a une chose qui est importante que vous n'avez pas dite, Mhm. mais qu'il faut bien comprendre dans ce système, c'est que, en fait, euh, euh, la Constitution de la Ve République met en place ce qu'on appelle un régime, un parlementarisme rationalisé. Un parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire que voilà, on prévoit les différentes hypothèses justement pour essayer d'éviter les blocages. Euh, et parmi les éléments de ce parlementarisme rationalisé, il y a justement cela, c'est-à-dire le fait que, euh, si vous voulez, le président, la majorité présidentielle n'a pas besoin d'être une majorité absolue. Euh, Ça peut être une simple majorité relative dès lors que il peut y avoir effectivement, à partir de cette base, des alliances ou l'utilisation d'un certain nombre d'outils juridiques, comme par exemple 49.3. le 49.3 ou autre, qui sert à débloquer les choses. Ce qu'il ne faut pas, le seul problème grave, c'est lorsque il y a face donc au président et au gouvernement une majorité absolue hostile. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Et justement, c'est précisément dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là que eh bien, la dissolution, le droit de dissolution prévu par l'article 12, doit être utilisé pour essayer de sortir de cette ornière et pour retrouver quelque chose qui soit plus jouable, c'est-à-dire sinon une majorité pour le camp présidentiel, sinon une majorité absolue, pardon, pour le camp présidentiel, du moins une majorité relative et une absence de majorité hostile. Voilà. Alors, avant d'aller jusque-là, parce qu'on va bien sûr y aller, il faudrait peut-être pour nos auditeurs et téléspectateurs rappeler le rapport entre les deux têtes de l'exécutif. Donc, à savoir le président et son Premier ministre. Je rappelle à ceux qui n'ont pas toujours bien compris ça qu'il n'est pas le Premier ministre de la France, mais le Premier ministre du président. On n'est pas un Premier ministre de la France. Je pense par exemple à Laurent Fabius disant à Jacques Chirac que vous parlez au Premier ministre de la France. C'est quand même extraordinaire, un type qui est devenu plus tard président du Conseil constitutionnel et qui ne savait pas qu'il n'était pas Premier ministre de la France, mais Premier ministre du président de la République, en l'occurrence Mitterrand à l'époque, où il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Jordan Bardella essayant de calmer dans un débat avec Attal, en lui disant « Calmez-vous, tenez-vous bien, vous êtes tout de même Premier ministre de la France ». Ben non, Gabriel Attal est le Premier ministre du président de la République. Après, c'est vrai qu'il faut se frotter les yeux pour savoir pour réaliser qu'Attal est un successeur de Richelieu. Mais on est donc un Premier ministre de la France. Alors, les cohabitations, j'ai l'impression, mais vous me direz ce que vous en pensez, ont déformé cette compréhension des choses parce que, effectivement, avec les cohabitations, on avait là
proprement parler pleinement les deux têtes de l'exécutif. Certains pensaient que en 86 par exemple, De Gaulle se voyant mis en minorité à l'Assemblée aurait démissionné. D'autres disaient ben non, pas du tout. Enfin Mitterrand d'ailleurs avait dit pas du tout. Le président il a été élu pour autre chose. Bon, donc en fait, il faut bien rappeler ce Oui, lien. enfin, voilà, Ouais, cher monsieur, ouais. je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur cette Hein. question. Mais voilà. Ah ben Euh, ah oui, parce que pour vous, on peut être Premier ministre de la France, c'est ce que vous voulez dire. bah, non, enfin, disons que le terme n'existe pas. Si vous voulez, juridiquement, c'est un truc de politique. Hein, mais euh, pour autant, alors, euh, le rapport entre le Premier ministre et le président est un rapport qui est au fond assez ambigu. Il y a eu une sorte de couac lorsque la Constitution de 58 a été établie, puisque le président, en vertu de l'article 8 de la Constitution, nomme le Premier ministre. Et, Ouais, très important, il nomme absolument qui il veut. oui, Euh, oui. il n'y a quasiment pas de... Ah oui, il Voilà. n'est pas obligé, comme en Angleterre, ouais, Ce qui fait que théoriquement, par exemple, ouais, euh, j'imagine l'hypothèse d'abord d'une chute de Bayrou, puis d'une dissolution, puis d'une nouvelle élection. Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter puisque, a priori, ouais. il est inéligible. Mais en revanche, si le RN avait une majorité de sièges à l'Assemblée, rien n'empêcherait le président de la République, en l'occurrence donc Emmanuel Macron, de Ouais. nommer Marine Le Pen Premier ministre. Oui, rien ne l'empêche. Oui, c'est Rien ça. n'empêche. Mais Alors après, donc, de si toute vous voulez, façon, il est coincé si l'Assemblée refuse ce Premier ministre ou ne vote pas la confiance. Imaginons, donc, il vote Marine Le Pen n'ayant pas la majorité absolue. Hein. oui, alors, non, mais j'imagine, Ah oui, d'accord. je supposais majorité absolue. Ah oui, oui, C'est d'accord, bien sûr. voilà, une majorité absolue au RN, effectivement, euh, en fait, pourrait contraindre quasiment, hein, en un sens, Ouais, pas tout à fait contraindre, mais plus ou moins, ouais. le président de la République à prendre une sorte de Premier ministre de cohabitation qui serait finalement Marine Le Pen. Comme dans les monarchies occidentales actuelles, où le roi, enfin le souverain, appelle le chef de la majorité, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, Alors, d'après l'article 8, donc l'article de la Constitution, sur cette question-là, théoriquement, le président a une totale liberté de choix, mais cette liberté, évidemment, comme toute liberté humaine, hein, elle est contrainte par des réalités, des contextes, etc., etc. Et donc, voilà, comme un homme qui est libre de tout faire dans un certain cadre, bah, le président, c'est pareil. mais qu'est-ce qui vous fait penser... Ah, pardon, excusez-moi. Alors, en revanche, Ouais. là où je, je serai en Vous très n'êtes pas léger d'accord avec désaccord moi, hein. avec Oui. vous, et avec votre idée que le Premier ministre est le Premier ministre du président, c'est le fait que euh, le président nomme le Premier ministre. En revanche, d'après le texte de la Constitution, il ne peut pas le révoquer. C'est-à-dire que une fois que le Premier ministre est nommé, eh ben, tant pis pour le président, le Premier ministre, théoriquement, peut rester, je dirais, aussi longtemps qu'il veut, c'est-à-dire aux prochaines élections législatives ou présidentielles. C'est le cas de figure, par exemple, c'est le cas de figure justement de la cohabitation que vous citiez, hein, y compris de la cohabitation longue de 97 à 2002, c'est-à-dire que Jacques Chirac commet la bourde Oui, oui. monumentale qui consiste donc à dissoudre une assemblée où il a la Hmm. majorité, en se disant que comme ça, il va prendre de court Les l'opposition et baladuriens. réussir à... Ouais. En fait, c'est exactement le même coup que Macron en juin, hein, 2024. Euh, donc, Chirac fait ça. Il est battu contre toute attente par la gauche. Et là, il est finalement concrètement contraint par la majorité, la nouvelle majorité à l'Assemblée, de prendre comme Premier ministre quelqu'un qui est à l'époque le premier secrétaire du Parti Oui, socialiste, oui. Lionel Jospin, qui entre parenthèses va le rester statutairement jusqu'en novembre suivant d'ailleurs. Premier ministre donc Lionel Jospin, Premier ministre de cohabitation, Ah. et d'une cohabitation qui va, si je puis dire, s'éterniser puisqu'elle va durer jusqu'aux 5 ans. Ouais. prochaines présidentielles. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, c'est un cas de figure qui est tout à fait saisissant et qui nous montre bien que, voilà, si vous voulez, et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que
si vous voulez, même si Chirac avait voulu euh, changer le Premier ministre, euh, quitte à affronter ensuite l'hostilité ou la bronca de la majorité à l'Assemblée nationale, bah, il n'aurait pas pu, parce que Lionel Jospin lui aurait dit, bah non, je démissionne pas, monsieur. Je suis là, c'est pas à vous de le faire. Et Alors, aurait-il pu dissoudre l'Assemblée? pardon? Pendant j'allais dire la mandature, c'est pas tout à fait la mandature, enfin le ministère Jospin, Chirac aurait-il pu dissoudre l'Assemblée une deuxième Oui, fois? oui, bien sûr, il aurait pu dissoudre l'Assemblée, mais bah, disons que C'était perdu euh, d'avance ou c'est uniquement pour ça qu'il l'a pas oui, fait? c'était quand même Ouais. extrêmement délicat. Euh, voilà, le contexte est compliqué. Et puis d'autre part, si vous voulez, euh, le problème, si vous voulez, d'un président qui dissout à plusieurs reprises, c'est que il montre que, au fond, il ne fait pas confiance au peuple. Il n'a Oui, pas confiance bien dans sûr, ouais, la. ouais, Voilà. ouais. Or, Chirac, rêvant d'être réélu éventuellement En euh, 2001, ouais. en, En 2002, euh, pardon. en 2002, pouvait difficilement se mettre à dos la population, Ouais, ouais. montrant qu'il était mauvais joueur, qu'il n'acceptait pas finalement la décision des urnes et que il préférait. Si vous voulez, en fait, je pense que la réponse à votre question est, je pense, la suivante. Il a dissous en 97. Il a la possibilité de dissoudre à nouveau. Mais il sait très bien que c'est un one-shot, comme on dit. Je sais qu'à Radio Courtoisie, on ne prononce pas de mot Non, non, anglais, non, c'est mais on voit interdit. bien ce que c'est. Vous devrez Mais- mettre une pièce dans ce petit oui, je sais, cochon il y a là une cochonnerie à qui est ce là. soir, oui. Absolument. Euh, mais voilà, c'est un pistolet à un coup. Ouais. Ça veut dire que voilà, s'il avait dissous l'Assemblée et que les résultats des urnes avaient été contraires à ses souhaits, bah, ça en a été fini de son destin politique et Ouais, présidentiel. ouais, d'accord. Voilà. Je vous suggère, avant d'aborder, parce qu'on va se poser la question de savoir pourquoi un Premier ministre demande un vote de confiance, et en l'occurrence, pourquoi le Premier ministre actuel, selon vous, demande un vote de confiance. Mais ça fait une demi-heure que nous parlons. Il est 18h32, je suggère que nous reposions un peu nos ménages, après cet enseignement très riche et très intense, en écoutant un petit peu de musique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, nous reprenons c'est presque un cours que nous suivons grâce au professeur Frédéric Rouvillois, spécialiste, je le répète, pour ceux qui ne le sauraient pas, de droit constitutionnel. La question était de savoir pourquoi le Premier ministre demande un vote de confiance. Le président ne peut pas l'y contraindre, d'après tout ce que vous nous avez dit. Non, non, le président ne peut pas du tout l'y contraindre, même si la décision voilà, de demander un vote de confiance, euh, qui d'ailleurs ne s'appelle pas comme ça, hein, Ah, ça c'est intéressant. euh, Il faudra que vous nous disiez comment ça s'appelle vraiment. oui, oui, mais alors, donc, en fait, voilà, en fait, la décision de poser une telle question à l'Assemblée était effectivement délibérée au préalable en Conseil des ministres. Or, le Conseil des ministres, comme vous savez, voilà, c'est dans le salon vert de l'Élysée avec le président de la République, etc., etc. Donc, le président de la République est partie prenante en quelque sorte, hein. Il est D'accord. partie prenante et dans l'histoire de la Ve République, il y a plusieurs cas de figure comme ça, où, par exemple, en 72, il y a Chaban-Delmas qui veut effectivement poser une question de confiance à l'Assemblée On est sur sous son Pompidou, grand pour nos. projet de nouvelle société. Et Pompidou est absolument furieux et lui dit ne faites pas ça, c'est absolument épouvantable, vous allez casser la Ve République, vous allez remettre le pouvoir entre les mains de l'Assemblée et vous allez faire renaître le régime des partis. Et Chaban lui dit bah, je veux quand même. Il y va, on est en mai 72. Il obtient une très large majorité. Et résultat, Pompidou, en juillet, lui demande de faire sa valise. Ses bagages. Ah ouais, ça veut dire que le Premier ministre peut imposer, lui au contraire, il peut imposer au président la. Disons enfin, il impose pas au président, si vous voulez, mais il peut effectivement Prendre cette prendre initiative, ouais. il peut prendre une telle décision, effectivement, sans l'aval du Sans président. l'aval du président.
Ouais. que l'on soit, malgré le fait que la décision soit prise en Conseil des ministres, que l'on soit en cas de cohabitation, c'est ce que va faire Jospin, c'est ce que feront les différents premiers ministres de cohabitation, Chirac et Balladur, ou que l'on soit en régime normal, comme on dit, c'est-à-dire avec voilà, une majorité présidentielle qui est la majorité à l'Assemblée. Alors, donc, ce que vous avez appelé donc cette demande de confiance, Ouais. alors, c'est le terme, en fait, si vous voulez, qui existait, enfin, qu'on utilisait dans les régimes politiques précédents, Quatrième, la la troisième. Troisième et la Quatrième République, Hein. dans la mesure où le nouveau Premier ministre, ou le nouveau président du Conseil, plutôt, comme on l'appelait, euh, devait, avant finalement d'entrer en charge, en quelque sorte, il devait obtenir la confiance de l'Assemblée, la confiance de la Chambre des députés, puisque c'est de cette confiance que dépendait finalement la validation, en quelque sorte, de son pouvoir. Sous la Ve République, c'est un énorme changement, c'est même Ah ouais. le changement. Le Premier ministre est Premier ministre et il est en fonction et en charge dès lors qu'il a été désigné par le président de la République sur la base de l'article 8. D'accord. Et donc, Ouais. il n'a pas besoin, en fait, concrètement, si vous voulez, il n'a pas besoin juridiquement ou constitutionnellement euh, de demander L'approbation de l'Assemblée. l'approbation de l'Assemblée, il est déjà Premier ministre. Voilà, peu importe. Alors maintenant, tout ça est prévu par l'article 49, alinéa 1er de la Constitution, qui, en fait, esquisse une différence assez bizarre, assez curieuse. Ça, je l'explique souvent à mes étudiants de première année de droit constitutionnel. Euh, L'article 49 donc, fait une distinction entre euh, l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme C'est ce à et quoi nous assistons là ou pas? non, Ah, là d'accord. je crois que j'ai si bien compris, c'est une déclaration de politique générale. Voilà. D'accord. Ouais. Donc le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur son programme, première hypothèse, ou éventuellement, nous dit le texte, sur une déclaration de politique générale. Or, si vous voulez, lorsque les Français, et qu'on comprend un petit peu les mots et le sens des phrases, on se dit, voilà, il y a deux hypothèses. Soit il engage la responsabilité du gouvernement sur son programme, soit éventuellement sur une déclaration de politique générale. Ce qui laisserait entendre que la déclaration de politique générale serait simplement éventuelle. Il pourrait le faire s'il veut ou pas. Tandis que, à contrario, la déclaration, l'engagement de la responsabilité sur son programme, après sa nomination, serait donc, à contrario, obligatoire. Alors, Vous voyez, on a ouais. effectivement, voilà, ces deux, ici un article un petit peu énigmatique, si vous voulez, qui laisse entendre que, effectivement, le Premier ministre l'est dès lors qu'il a été nommé, que néanmoins, on est dans un régime parlementaire, il doit présenter son programme à l'Assemblée, Suivi d'un vote ou pas? Non. suivi d'un vote, bien sûr, Eh oui, bien, il si le engage vote est sa négatif, ça responsabilité. change rien. Il engage sa responsabilité. Ah, donc si le Si, vote est négatif, il peut donc, pas si le rester. vote est négatif, il doit partir. Ah oui, donc quand même, l'Assemblée peut admettre, enfin, Absolument, tout oui, à c'est ça, fait. ouais, C'est ouais. ça. Si vous voulez, on est dans un régime parlementaire. Oui, oui, Donc, oui, oui, oui. autrement, la définition de régime parlementaire, c'est un régime dans lequel le gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée. Ce qui Et explique que si Macron devait nommer Glucksmann, puisqu'il y a toute une campagne de presse pour que Glucksmann arrive Premier ministre, lui qui pèse 2%, enfin ça n'étonnera plus personne désormais, après tout ce à quoi on a assisté pendant un an, si ce Premier ministre subit un vote négatif, il est obligé de partir. absolument. Ah Mais oui, alors oui. maintenant, voilà, si vous voulez, ça c'est le texte de la Constitution qui laisse entendre que le Premier ministre aurait l'obligation de euh, d'engager sa responsabilité sur son programme ou éventuellement, peut-être, qui sait, s'il le souhaite, sur une déclaration de politique générale. Sauf que en réalité, ce qui s'est passé, c'est que on a finalement mélangé les deux concepts et d'autre part,
on a fait comme si le mot éventuellement n'existait pas, et comme si, ou plutôt comme s'il s'appliquait aux deux. C'est-à-dire que on a considéré que, notamment à partir de Pompidou et des années 60, que, au fond, le Premier ministre était libre d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée ou pas. Alors pourquoi le fait-il? Oui, pardon. Pardon. Pourquoi le fait-il, l'actuel Premier Alors pourquoi ministre, le fait-il futur ancien Premier ministre? Si vous voulez, je pense au tout début de la Ve République, on considère que c'est une obligation et on va faire comme si ça l'était. À partir de Pompidou, on arrête de le considérer comme c'est une obligation. On le fait finalement si on a envie de le faire et éventuellement on le fait en précisant à l'Assemblée, comme le dira Pompidou, qu'il n'est pas obligé de le faire. D'accord. Mais ensuite, à partir des années 70 et 80, surtout, après l'arrivée de Mitterrand, l'habitude se reprend effectivement, d'engager sa responsabilité donc devant l'Assemblée, tout en sachant que on dispose, en toute hypothèse, d'une majorité suffisante pour que ça ne pose pas de problème. Si vous voulez. Ouais. Dès lors qu'effectivement, on a une majorité qui est la majorité présidentielle en principe, qui est aussi à l'Assemblée, voilà, il n'y a pas de problème. On peut sans aucun problème, effectivement, demander ce que vous appelez un vote de confiance. Ou d'engager sa Alors qu'on n'appelle pas comme ça, vous dites. Vous dites que c'est pas le mot, c'est pas l'expression officielle. Non, enfin c'est l'expression, si vous voulez, qui était l'expression juridiquement consacrée sous la troisième et la quatrième, D'accord. à l'époque où justement comme je disais, le Premier ministre et le gouvernement devaient obtenir la confiance de l'Assemblée pour exister. De nos jours, ils n'en ont pas besoin, mais ils vont le faire par une espèce on va dire d'habitude, de coutume politique ou juridique, qui fait que, effectivement, je crois que aujourd'hui, on en est au 42e vote de confiance, ou en tout cas engagement de responsabilité sur son programme ou sur une déclaration de politique générale depuis le début de la 5e. Bien. La nouveauté, c'est que, effectivement, pour la première fois, cet engagement de responsabilité, il se fait alors que le Premier ministre n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc, voilà, si vous voulez, jusqu'à maintenant, c'était totalement tranquille, il ne risquait rien, il y avait un risque zéro pour lui, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On sait qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir. Alors, à votre avis, mais là, je vous fais peut-être déborder de votre sphère qui est d'être un constitutionnaliste et je vous transforme en politologue. Pourquoi, à votre avis, demande-t-il ce vote dont vous me dites qu'on ne peut pas parler de vote de confiance ou de défiance? Quelle est l'expression officielle alors? C'est l'engagement de la responsabilité. L'engagement de la responsabilité, d'accord. Voilà. En l'occurrence, sur une déclaration de politique générale. Alors, quelle mouche l'a piqué, notre fameux Bayrou? Écoutez, la mouche, c'est un personnage bizarre, ce Bayrou. Oui. C'est un lama tibétain, je l'ai un peu croisé. Enfin, moi, pendant très longtemps, je lui vouais un chien de ma chienne, si j'ose dire, parce que je crois qu'à l'époque, il était ministre, ou en tout cas haut responsable politique. Il avait protesté lorsque le gouvernement français avait décidé de mettre les drapeaux français en berne à la mort de Jean-Paul II. Ah oui. Comment est-ce qu'un type comme ça, démocrate chrétien jusqu'au bout des ongles, en principe, oui, a priori catho, avec ses enfants, comment ose-t-il prendre faire une déclaration d'un laïcisme et d'un anticléricalisme si invraisemblable. Enfin bon, bref, voilà. Mais je l'ai entendu prononcer un discours il y a longtemps. Il était, comment on appelle ça, ces journées catholiques, les journées sociales, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, les semaines sociales. Les semaines sociales, il avait été invité en bon
en bon catholique, tout ça évidemment entre guillemets, mais enfin disons un favori de famille chrétienne et de la Croix réunie, et il avait prononcé un discours entier contre, contre toute référence à ce qu'il appelait la transcendance, et il vantait la République française pour son laïcisme obstiné. J'ai trouvé ça extraordinaire, il était à contre-emploi. Oui, Et mais je pense voilà, c'est un personnage qui est, au fond, assez souvent comme ça, si vous voulez. Parfois, il a des idées excellentes, d'autres fois, enfin, voilà, c'est un personnage qui est, au fond, assez difficile à suivre. Moi, j'ai trouvé que comme Premier ministre, il n'était pas aussi épouvantable qu'on aurait pu le craindre. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, bah, voilà, il sait très bien que, de toute façon, il passe à l'abattoir au moment du budget. Qui n'aura pas les moyens de résoudre la quadrature du cercle qui se posera à lui à ce moment-là. Et donc que, voilà, je pense que c'est un peu comme un grand malade qui se sait condamné et qui préfère se jeter du huitième étage de son immeuble, si vous voulez. C'est un peu ça, ouais, quoi. ouais. Il trouve ça plus chic et plus rapide, peut-être, euh, de se faire seppuku plutôt que de se faire couper la tête par d'autres. Il sera arrivé presque au bout de sa course, parce que vous vous souvenez de Pasqua disant c'est quand même le seul personnage politique qui m'a dit que la Sainte Vierge lui était apparue pour lui promettre de devenir présidente de la République. Et ben non, il aura été Premier ministre, c'est déjà pas Ah, mal. attendez, là, vous allez un peu vite en besogne. Rien ne nous dit qu'il ne va pas se présenter Oui. en 2027. Ah oui, et triomphalement réélu. Après tout, on peut s'attendre à tout de la part en démocratie, de la part des Français. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, peut-être que vous auriez quelque chose à dire là-dessus, c'est que il porte toujours une rosette de la Légion d'honneur. En sa qualité de Premier ministre, il est grand maître de l'Ordre national du mérite, donc il devrait porter cette décoration sur canapé, vous voyez, la rosette bleue sur canapé, en tant que grand maître de l'Ordre national du mérite. Oui, mais peut-être vous savez, j'ai écrit jadis une histoire du snobisme, et donc c'est une technique qui me tient beaucoup à cœur. Je pense qu'il doit se dire que esthétiquement, la rosette de la Légion d'honneur à côté du canapé de grand maître, donc, de grand croix en tout cas, de l'ordre du mérite, Ouais. c'est pas très joli en fait sur un costume, et qu'il vaut mieux finalement porter le plus que le moins. Ça n'a pas toujours été le cas parce que sous la monarchie, le bleu c'était le Saint-Esprit et le rouge c'était quoi? C'était la décoration Saint-Louis, juste au-dessous. Saint-Louis, Saint-Louis, Saint-Louis. voilà, c'est ça. Le Ouais. Saint-Esprit passait avant Saint-Louis, mais enfin, qu'est-ce que Ah vous voulez? oui, Autre temps, autre goût. Bon, absolument. alors j'ai pas mal de messages en réalité de nos auditeurs et auditrices. Il y a un Ah. auditeur qui dit une chose intéressante. S'il y a un blocage politique, donc budgétaire, ne pensez-vous pas que le président appliquera l'article 16 de la loi de proclamation militaire? Alors ça, je ne sais pas pourquoi, article 16, je ne sais pas si ça existe, ça, de la loi de programmation militaire. Non, il veut parler de l'article 16 de la Constitution, Oui, je pense, qu'il oui. a voté Oui. lui-même pour prendre les pleins pouvoirs pendant 3 mois. Bon, pourquoi il ferait ça? Enfin, c'est quand même en cas d'extrême nécessité, l'article 16, qui est donc les dictatures. La pouvoir, c'est Oui, ça oui, pour eux. Ouais, en fait, les pleins pouvoirs qui les sont pleins pouvoirs. effectivement attribués au chef de l'État, qui peut prendre les mesures justifiées par les événements du moment, avec l'idée que, enfin, voilà, mais il y a quand même si vous voulez, il y a des conditions juridiques qui sont un petit peu, voilà, il faut qu'il y ait effectivement une menace grave et immédiate. Est-ce que c'est le cas? C'est pas évident. Et d'autre part, il faut que, théoriquement, il y ait une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs Ben voilà, publics. oui, c'est ça. Ouais. Bon, Je vois- maintenant, si vous voulez, là encore, si on fait un peu d'histoire, hein, le général de Gaulle, lorsqu'il va utiliser pour la seule et unique fois de notre histoire politique l'article 16, donc en avril 61, au moment du putsch des généraux à Alger, le général de Gaulle, d'abord, doute fortement que les conditions juridiques soient réunies. Le putsch va durer 3 jours, comme vous le savez, Mhm. et ça n'empêchera pas le général de Gaulle, alors que
maintenant tout est calme, de prolonger l'article 16 jusqu'au mois de septembre. Donc d'avril à septembre. De avril à septembre 61, l'article 16, donc les pleins pouvoirs de dictature du président de la République, est en vigueur, alors que les causes juridiques ont totalement disparu. Donc voilà, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il cherche à faire quand c'est comme Dans la ça? vie, tout est possible. Hein, mais, Ouais. C'est pour avoir les mains libres seulement. De Gaulle, vous voulez dire? Oui, 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 De Gaulle, oui, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. C'est possible pour avoir les mains libres, pour pouvoir essayer de liquider au plus vite la question, De l'Algérie, l'OS et tout accélérer la ça. question Ouais, d'Algérie. ouais. Mais il en profite aussi pour faire plein de choses à côté. Hein, et donc, euh, j'avais un peu travaillé sur la question jadis et j'avais lu un message secret de Michel Debré, qui est à l'époque Premier ministre, au général de Gaulle, je crois que c'était en août ou au début septembre 61, où Michel Debré, qui est pourtant l'artisan de la Constitution et qui est par ailleurs politiquement plutôt libéral, Michel Debré dit au général de Gaulle, en fait, ce qu'il faudrait, c'est conserver le bénéfice de l'article 16 jusqu'à la fin de la législature, voire ou au moins jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Ah oui, Et donc, ouais. voilà, Debré, lui, était prêt à prolonger de 6 mois, 1 an ou 2 ans l'utilisation de l'article 16. Donc, vous voyez, Oui. Comme disent les jeunes, c'était chaud quand même. Hein, alors c'était assez justement, chaud. essayons de réchauffer un peu les choses parce que vous savez qu'il y a des gens qui voudraient non seulement pousser le président à la dissolution, ce qui n'est pas du tout automatique, enfin, on a entendu tout à l'heure, un peu avant l'émission, entre autres Marine Le Pen, demander tout simplement à mots couverts, mais enfin tout le monde a compris le sens de son intervention, la dissolution de l'Assemblée pour que les Français... Attendez, pas du tout à mot couvert. Elle a demandé tout à fait clairement, Oui, expressément. oui. Non, ce qu'elle a dit, c'est que elle pensait pas que Macron partirait en ajoutant n'est pas De Gaulle qui veut. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Ça, c'était assez drôle. oui, c'est ça. Ah, oui, oui, c'est ça. Son discours était très bon Donc, n'est d'ailleurs. pas De Gaulle qui veut. Donc, il y a des gens qui voudraient le pousser à la démission. Et ça, personne ne l'y contraint, bien sûr. Comment est-ce qu'on pourrait pousser constitutionnellement? Je ne parle pas encore de destitution. Là, c'est très compliqué. La destitution, ça n'est évidemment jamais arrivé. Enfin, pourquoi pas? Alors, allons-y. Écoutez, en fait, lorsque Marine Le Pen, ou celui qui a un peu inspiré son discours, par ailleurs absolument excellent, évoque le général de Gaulle, il évoque effectivement un cas de figure, enfin un moment historique absolument essentiel. C'est De Gaulle qui, en avril 69, donc, a organisé un référendum sur la réorganisation des régions, en précisant à l'avance, si jamais je suis battu, si les Français ne répondent pas oui massivement, eh Mhm, bien je pars. Euh, donc, en fait, De Gaulle, en 69, mhm. engage sa responsabilité politique devant les Français en leur disant, bah voilà, au fond, c'est à vous de décider. Certes, vous m'avez réélu en 65, mais je mets mon mandat entre vos mains. Si vous dites oui, je reste. Si vous dites non à la question posée, je pars. Et en fait, c'est vraiment, je pense, et, c'est l'un des principe essentiel je dirais, de l'esprit de la Ve République. C'est d'ailleurs le principe de la responsabilité politique du président de la République, la responsabilité politique du chef de Ouais. l'État. Mais il reste Avec l'idée maître du que, jeu, parce qu'il n'est pas obligé de démissionner. Il oui, mais reste... justement, Ouais, d'après finalement les auteurs du texte de 58 et d'accord. d'après le général de Gaulle lui-même, il n'a pas simplement la faculté de partir, il a l'obligation, Ouais. non pas morale hein, ou politique, mais juridique, de partir. Ah oui, C'est-à-dire, vraiment. Vous diriez juridique. Ouais. absolument, tout à fait. C'est ce que plusieurs juristes importants, comme René Capitan par exemple, qui est un des grands juristes proche de Gaulle, ou c'est ce que Michel Debré par la suite va réaffirmer. C'est-à-dire que voilà, euh, si, enfin, l'idée c'est que le président de la République, sous la cinquième, est pratiquement tout puissant, mais cette toute-puissance vient de ce qu'il bénéficie de la confiance
du peuple souverain. Si, à un moment donné, il ne bénéficie plus de cette confiance, eh bien, il doit partir. Et cette mesure de la confiance du peuple, elle se réalise non seulement lors des élections présidentielles, mais également lors d'un référendum, comme en 69, ou même lors d'élections législatives, avec l'idée que, voilà, si le camp du président est lourdement battu aux élections législatives, eh bien, le président, qui au fond est battu à travers sa majorité, le président a l'obligation de partir. C'est pour ça que, selon l'esprit de la Cinquième République, si vous voulez, l'idée même d'une cohabitation est totalement hétérodoxe. Exclu, oui, c'est ça, ouais, ouais, bien sûr. C'est ça. Ça avait fait l'objet d'un débat très vif à l'époque. Absolument. Ouais, Et ouais. donc, si on revient au point de départ, si vous voulez, voilà, si on s'en tient à cet esprit de la Cinquième République, mais qui ne figure pas dans les textes, je rappelle, Ouais, ouais. c'est une règle coutumière, on va dire. Si on s'en tient à cet esprit de la Cinquième République et au principe de responsabilité, Macron aurait dû démissionner déjà après finalement l'échec des élections de juin dernier, après la dissolution, et le cas échéant, effectivement, il devrait s'apprêter à partir si les élections lui étaient défavorables. Maintenant, le problème, c'est que il s'agit, je répète, d'une règle coutumière, une règle qui ne figure pas expressément dans le texte écrit de la Constitution, et donc, finalement, sur laquelle, malheureusement, les chefs de l'État peuvent s'asseoir comme ils le veulent, et comme ils l'ont fait, finalement, à de nombreuses reprises depuis les années 80. Et pourtant, vous parlez d'obligations juridiques. Absolument, tout à fait. Mais voilà, qui ne figure pas expressément dans le texte de la Constitution. Ouais. C'est la raison pour laquelle on va faire comme si elle n'existait pas, et on va finalement, voilà, comme je vous disais, ne pas la respecter alors même qu'elle existe. Alors, pour nos auditeurs et téléspectateurs, il y en a beaucoup, évidemment, qui sont intéressés par cette question. Comment pourrait-on destituer un président? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, je pense à quelques, disons, responsables mineurs de la vie politique française, qui souhaiteraient la destitution, au premier rang desquels, par exemple, François Asselineau, mais pas, c'est pas le seul, qui souhaiterait que l'on procédât à un vote de destitution du président de la République. Comment s'y prend-on? C'est donc prévu par la Constitution, hein, c'est pas un coup d'État, c'est tout à fait constitutionnel. Comment s'y prend-on pour destituer un président de la République? Si le président Macron m'entendait, enfin je suppose qu'il n'écoute pas très souvent Radio Courtoisie, il serait choqué évidemment par cette conversation de l'aise-présidence. Comment fait-on pour destituer un président de la République? Autrefois, c'est l'article 68 de la Constitution qui prévoit cette hypothèse. Et autrefois, donc, jusqu'à une révision relativement récente, cette hypothèse n'était prévue qu'en cas de... Moi, j'aimais beaucoup cette formule qui est quand même extrêmement forte et tragique, qu'en cas de haute trahison du président de la République. Oh là. Haute trahison. Ça fait peur, hein, on a l'impression d'être dans un roman d'aventure. Mais à ce moment-là, on aurait dû destituer, ça aurait dû commencer dès Sarkozy avec le traité de Lisbonne, puisqu'il y avait une forfaiture, oui, là, non? Le problème, si vous voulez, c'est que, comme très souvent en droit, et encore plus souvent en droit constitutionnel, on utilise des concepts, des mots, sans préciser quelle est leur signification. Et le mot haute trahison, en fait, personne ne sait ce que ça veut dire. Ouais. Plutôt, on peut lui donner n'importe quelle signification en fonction des rapports de force existants. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, cette expression, donc, à la suite d'une révision, donc, a été modifiée. Et maintenant, l'article 68 précise que le président ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Ah oui, alors ça peut être n'importe quoi, autrement dit. Ça peut être absolument n'importe quoi, et donc, si vous voulez, voilà, grosso modo... D'avoir menti à la nation, est-ce que ça peut, comme aux États-Unis, comme pour Nixon par exemple, est-ce que ça peut être un motif qui autoriserait, disons, un vote de destitution, d'avoir menti à la nation?
D'avoir caché des choses importantes, par exemple. Ouais, le problème, comme vous le disiez à l'instant, que vous le reconnaissiez à l'instant, c'est que ce concept, il est tellement Ouais, vague ouais. qu'au fond, on peut l'utiliser à n'importe quoi. Si effectivement il y a contre le président de la République la majorité requise par l'article 68, puisque c'est donc c'est la haute cour de justice qui va le cas échéant, trancher après Ah avoir oui, été. c'est pas un vote parlementaire, c'est à Non, la non, c'est pas demande du un Parlement. mais c'est pas un Parlement, mais c'est pratiquement la même chose. Ouais, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le Parlement qui saisit la Haute Cour de justice. d'accord. Ouais. Et euh, après, la et décision. ensuite, cette Haute Cour de justice qui est composée de parlementaires va statuer. Ah, qui est composée de parlementaires. Voilà. Supposément représentés, supposés représentants, pardon, les forces Oui, bien sûr, c'est ça, parlementaires. c'est la même proportion. Oui, Et c'est la même proportion. Ouais. donc, si vous voulez, voilà, pour qu'on puisse mettre en œuvre l'article 68, euh, il faudrait au moins que, effectivement, il y ait une très forte majorité, très résolue, contre le président Macron, et Alors, quand vous dites très. non seulement à le dégommer, si je puis dire, mais également, si vous voulez, euh, à créer un précédent un petit peu risqué pour la suite, Ouais, ouais, hein. bien sûr. Parce qu'évidemment, c'est une espèce de... voilà, on l'a jamais utilisé. Euh, C'est vrai qu'il y a c'est un quelque avion qui. chose- mais votre comparaison avec les États-Unis est très intéressante, hein. Ouais, Ça ressemble tout à fait, et ça a été inspiré plus ou moins, hein, par ce qui se pratique aux États-Unis, donc le système qu'on appelle l'impeachment, ouais, ouais. hein, qui effectivement permet au Congrès, donc à la Chambre des représentants et au Sénat, de se saisir effectivement d'un crime grave ou d'un délit grave commis par le président pour éventuellement entraîner sa destitution. Mais cette procédure, elle est tellement lourde d'une part et lourde de conséquences, hein, pour le système politique dans son entier, parce que voilà, Bien sûr, ouais, ouais. c'est la bombe atomique, hein, Ouais, donc il ouais, bien faut sûr, ouais, ouais. pour ouvrir une boîte de sardines. Ouais, Euh, ouais. euh, euh, la chose est tellement lourde de conséquences que l'impeachment aux États-Unis n'a jamais, Oui, à ce jour, conduit à la destitution d'un président. et la menace a intimidé Nixon qui est parti. Mais enfin, Non, mais il y a eu de nombreux cas, si vous ouais. voulez, où on a essayé de lancer la procédure, effectivement, contre tel ou tel, hein, contre Clinton, si vous vous rappelez, hein, pour les histoires justement, de mensonges en direct à propos de ces petites escapades sexuelles. Euh, mais voilà, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Ah oui, Et c'était euh, je pense Clinton, que ouais. là, c'est effectivement plutôt de la science politique que du droit constitutionnel au sens propre du terme. Euh, En tout cas, il faudrait une voilà. énorme majorité, je présume. Oui, oui, écoutez, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle pas exactement quelle est la majorité, mais enfin, Ouais. effectivement, c'est une majorité absolue dans les deux, aux deux niveaux successifs. Et deux types, Euh, deux tiers, un truc comme ça, deux tiers des votants, c'est non? les deux tiers, Ouais, ouais. écoutez, Bah, ce que je vous propose, cher professeur, c'est qu'une nouvelle fois, on écoute un petit peu de musique pour nous soulager nos méninges, et je vais vous faire de nouveau déborder un peu sur la. Je vais faire de vous un politologue et pas seulement un universitaire. Nous reprenons notre entretien avec le professeur Frédéric Rouvillois, spécialiste de droit constitutionnel. Et cette fois-ci, on va, disons, entrer d'un peu dans une actualité. Est-ce que on peut parler d'un séisme avec ce qui se passe aujourd'hui, un séisme qui est en train d'ébranler une fois encore le centre droit, ce qu'on appelait autrefois la droite. Euh, euh, Puisque l'on a vu le président du groupe parlementaire, donc Laurent Wauquiez, refuser de donner une consigne de vote. C'est quand même extravagant. Il y a un président, un Premier ministre qui engage sa responsabilité, il n'y a pas de consigne de vote. Donc, enfin, je ne sais pas, ces gens-là ont quand même été élus par des électeurs. En principe, c'est pour quand même voter dans un sens ou dans un autre. Alors, il y en a 15 qui veulent s'abstenir.
Et, là non plus, voilà, alors, je finis, puis vous allez me dire comment vous n'êtes pas d'accord. Quant à Retailleau, lui, il vote la confiance. Donc lui, il est quand même, c'est quand même un homme qui vient de ce milieu-là, mais comme nous le savons, qui est qui était ministre dans le gouvernement de François Bayrou. Donc lui, il vote la confiance. D'autres vont voter contre. 15 veulent s'abstenir. Et le président du groupe parlementaire ne donne pas de consigne de vote. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sachant que, si je veux finir, parce qu'il y a Ciotti quand même, qui est le chef de quelques LR résiduels alliés au RN, nous ne voterons pas la confiance au président Macron. Or, la confiance, elle est supposée revenir. Mais là, on reparle encore du rapport entre le Premier ministre et le Président. Mais commençons d'abord par ça. Que vous inspire le fait que Wauquiez ne donne aucune consigne de vote? Il y en a 15 qui s'abstiennent, et puis Retailleau qui, lui, vote la confiance. Écoutez, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, le fait que c'est amusant que vous soyez aussi choqué par ça, dans la mesure où, au fond, l'idée d'une discipline partisane au sein de la Chambre, c'est un peu le régime des partis, quand même, malgré tout. Aussi, hein. Oui. En principe, s'ils ont été élus, c'est... Un député... théoriquement, il représente la nation et pas son parti. Et d'autre part, il a été élu effectivement par ses électeurs. C'est lui qui a été élu. C'est pas le parti voilà. Et donc, il a pas une sorte d'engagement ou de contrat moral, ni a fortiori de mandat impératif, qui l'obligerait d'aller forcément dans le sens de son parti politique. Mais effectivement, vous avez raison, on est tellement habitué finalement à ça que, voilà, on est un petit peu choqué par la chose. Maintenant, le choix de Wauquiez, il peut avoir mille et une raisons, hein. Là aussi, c'est un type brillantissime, mais quand même assez étrange. L'une des raisons, c'est peut-être qu'il sait très bien que s'il donne une consigne de vote, elle ne sera pas suivie par tous, et que par conséquent, il perdra encore un peu plus de son autorité sur ses troupes. D'accord. Donc dans ces cas-là, effectivement, quand on sait très bien qu'on va avoir la moitié ou un quart de son groupe qui va faire l'autre choix, il vaut mieux, un petit peu comme Bayrou d'ailleurs, hein, ou Bayrou, oui. Et leur dire, bon, vous faites ce que vous voulez les gars, de toute façon, et d'autant plus que, si vous voulez, en réalité, l'enjeu est nul. L'enjeu est nul. On sait très bien que finalement... le vote a lieu. Le vote a eu lieu, 364 votes contre la motion de confiance. Donc c'est fait, donc, c'est plié. Ouais. Voilà, et c'est très, très, très au-delà de ce qu'on pensait. Hein. Oui, c'était une bérésina, l'auditeur dit c'est une véritable bérésina pour Bayrou, parce qu'il y a 364 votes. Alors, un autre auditeur me dit « Évitez d'interrompre votre invité, ça devient inaudible ». Alors, c'est vrai, je vous interromps parce que je me dis, mais si je le laisse parler, on va pas pouvoir aborder tous les sujets que je voulais aborder avec lui. Donc, de temps en temps, j'interromps. Mais c'est vrai que ça peut être désagréable. Mais il y a des gens qui vous écoutent comme si vous étiez en conférence. Alors, un débat, enfin, c'est pas d'ailleurs un débat, pardon, une conversation comme ça, par radio interposée, c'est pas tout à fait une conférence. Donc, je suis un peu obligé, de toute façon, de vous interrompre. Mais je comprends très bien que ça agace. Quelqu'un dit, quelle différence faites-vous entre un politiste et un politologue? Non, le politologue, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous sommes en train d'analyser une situation politique. Un politiste, je pense que c'est ce que j'ai fait quand j'ai publié mon Histoire mondiale des idées politiques. C'est ça un politiste, non? C'est quelqu'un qui expose des idées politiques. A priori, du point de vue universitaire, politiste, c'est comme ça qu'on va appeler quelqu'un qui est professeur de sciences politiques. Oui, voilà, d'accord. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. L'université agrégée de sciences politiques, voilà, on est un politiste. Voilà, le politologue, c'est le fameux Duhamel qui a été sorti. Qui analyse les sondages, qui regarde. Oui, c'est ça, voilà. C'est le fameux Duhamel qui était là déjà,
Ah ben je sais pas quand, qui interviewait en compagnie de Michel Drucker, Adam et Ève déjà pour le péché Absolument. originel, et qui a été ressorti de son placard, de sa naphtaline récemment pour défendre le Cohen dans l'affaire Cohen. Mais justement, on va peut-être un tout petit peu en parler parce que il y a quelque chose qui a été, disons, un pétard qui a explosé aujourd'hui où on nous a annoncé qu'un procès menaçant finalement allait se tenir du 13 septembre au 11 octobre à propos des assistants parlementaires. Là, il y a d'ailleurs une discussion juridique passionnante. Je ne sais pas quel est votre point de vue de ce point de vue-là, mais on peut vraiment, pour le coup, c'est pas le sujet d'en parler. Est-ce qu'il y avait une raison d'incriminer le RN pour l'usage qu'il faisait de ses assistants parlementaires? Autrement dit, est-ce que c'est le Parlement européen qui est employeur ou est-ce que c'est le député qui est employeur? Là, il y a des avis divergents. J'ai mon propre avis, mais ça n'est pas notre sujet malheureusement. Mais il y a quand même, est-ce qu'on peut se demander s'il n'y a pas une menace adressée à Marine Le Pen? Par ailleurs, alors ce sera peut-être nos deux dernières. Il y a des sondages sur les futures législatives. Il est donc probable que Macron va dissoudre l'Assemblée, surtout avec un vote de 363 non. Le sondage donne le RN à 33%. La gauche à 26, Macron, c'est-à-dire le centre, on va dire, à 15,5, LR à 10%. Donc, tout ça, ça fait, si on suit le scénario de la dernière mandature, 51% contre 33% au RN. Sauf si le Front républicain ne marche pas comme l'a prédit Sarkozy, on verra s'il a raison ou pas. Puisqu'en ce moment, tous les rats quittent le navire, ce qui était un signe intéressant d'ailleurs sur la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat de Macron. Est-ce que, alors là, je vous transforme en politologue, la faiblesse du RN serait de vouloir faire de la politique tout seul. C'est-à-dire que c'est à part Ciotti, voilà, qui a ses quelques députés résiduels de LR, parce que c'est bien gentil de faire 33% au premier tour, mais comme de toute façon, au deuxième tour, tout le monde s'allie contre lui, vous y croyez à ça, un arc républicain qui, de nouveau, empêcherait le RN d'avoir la majorité à l'Assemblée? Écoutez, je suis pas très souvent d'accord Avec Sarkozy? avec Nicolas Sarkozy, mais là, je pense qu'effectivement, c'est comme un animal politique assez Ouais. fin. Oui, bien sûr. Et voilà, et, même quand on dit au doigt mouillé, on peut savoir d'où vient le vent. Et donc, effectivement, il sait très bien que euh, les Français s'y laisseront pas reprendre une nouvelle fois, ou du moins aussi rapidement, voilà, et que l'arc républicain a quand même très peu de chances de se reformer. En tout cas, euh, pas sur la totalité des partis hors RN, si vous voulez. Déjà, à gauche, on voit mal comment les partis pourraient s'entendre entre eux. Euh, Et je- donc voilà, s'il y a si arc il y aura peut-être plusieurs petits arcs, mais qui vont finalement se neutraliser les uns les autres. Et rien ne nous dit qu'effectivement, avec un bloc de 33%, le RN ne peut, enfin, est certain de ne pas avoir la majorité absolue. Il est tout à fait possible qu'avec 33%, effectivement, si les autres sont divisés, avec un- un scrutin majoritaire à deux tours, voilà, le groupe le plus fort et le plus cohérent est en mesure de l'emporter. Oui, mais la dernière fois, c'était à peu près la même proportion. Alors, à moins que les sondages soient pessimistes sur le RN, mais c'était à peu près la même proportion. Et tout le monde s'est allié de Oui, oui, Retailleau à mais c'est ça. Mélenchon. Oui, mais il y a eu évidemment cet arc républicain Ouais. qui a fonctionné. La question posée et à laquelle répond Sarkozy négativement, c'est de savoir est-ce que si jamais effectivement il réussissait à en monter un, ce qui est quand même très peu probable, le même piège à con fonctionnerait, ou du moins avec la même efficacité que la fois précédente. La réponse n'est pas évidente quand même. Ouais.
Euh, Vu ouais. l'ambiance actuelle au sein du microcosme politique, voilà. Mais maintenant, la question qui se pose et à laquelle j'avais pas mal réfléchi avec mon ami et collègue Christophe Boutin, qui est lui politiste en même temps que juriste, on avait fait un très gros papier pour l'incorrect là-dessus. C'est est-ce que ce serait pas finalement dangereux pour l'ORN de se trouver à Matignon, même avec une majorité absolue de députés, Ouais, ouais. en face de Macron et avec le risque finalement de se brûler les ailes avant les prochaines élections Ouais. présidentielles. N'oublions pas la malédiction, on passe pas de Matignon à l'Élysée, jusqu'à C'est ça. présent. Ouais, jusqu'à présent. Voilà. À mon sens, on y passe d'autant moins que, euh, si vous voulez, la chance du RN, c'est d'apparaître comme l'alternance. Oui, oui, Or, il est absolument certain que, notamment avec le blocage du Conseil constitutionnel, même une majorité absolue bien sûr. RN à l'Assemblée avec un Premier ministre ne pourrait pas faire son programme. Et donc, il se retrouverait, si vous voulez, bloqué dans les marécages méphytiques de la vie politique, juridique et économique actuelle. Et le risque, c'est que après donc avoir gouverné la France sans pouvoir rien faire pendant quelques mois, il se retrouve Ouais, en 2027, eh bien, avec des gens qui leur diront, bah voilà, on a fait l'expérience du RN, on a vu que ça marchait pas, ouais, d'accord, ouais. et par conséquent, c'est plus la peine d'essayer, on passe à autre chose. Sachant que le Premier ministre Bardella, par exemple, n'aurait pas le pouvoir du président que vous aviez rappelé à propos de De Gaulle, c'est-à-dire rentrer dans l'art, faire un référendum pour modifier justement ce Bien sûr, Conseil non, mais constitutionnel qui a tout été à fait. complètement dévoyé. Voilà, Ouais. non seulement il n'aurait pas ce pouvoir, mais en plus, il y aurait dans cette hypothèse-là, dans l'hypothèse donc d'un Bardella ou d'une Marine Le Pen à Matignon, il y aurait une espèce d'alliance, si vous voulez, objective de tous les gentils contre les méchants, c'est-à-dire le président de la République, le Conseil constitutionnel, Ouais, bien la sûr. Oh là là. majorité au Parlement, etc., etc. Si vous voulez, voilà, à mon avis, ce serait au fond, et c'était un peu le sens de notre long papier dans l'incorrect à ce moment-là, euh, voilà, ce serait potentiellement très risqué, je pense. Alors, il y a aussi autre chose, c'est est-ce que on peut inclure les événements actuels, parce que ce sont des événements, dans une crise plus, disons, plus générale. Alors, on sait que le 10 septembre, disons, l'extrême gauche va essayer de mettre le bazar, mais en même temps, ça peut aussi relever d'une manipulation par le pouvoir macroniste. On sait comment les gilets jaunes ont été discrédités par ce qu'on appelle la gauche du capital quand on fait des sciences politiques, c'est-à-dire en fait les black blocs qui sont toujours au service de la bourgeoisie. Hein. Simplement, ils font peur aux citoyens. C'est comme ça que les citoyens Oui. reconduisent massivement. On a vu ça en 68, etc. Et on a vu ça aux européennes qui avaient suivi le mouvement des Gilets jaunes complètement détourné de son sens premier. Et aussi, alors là je parle de la France pour le 10 septembre, mais vous savez que le 13 septembre est prévue une grande manif à Londres. Est-ce que tout ça, alors cette fois-ci c'est la révolte anglaise dont les médias ne parlent absolument pas, hein, nos médias français sont, passent ça sous silence. En ce moment, il y a disons des, une crise populaire, hein, de mouvements populaires en Angleterre. Et est-ce que tout ça peut pas rentrer dans une crise plus générale? Alors après, il y a aussi l'Allemagne avec les sept candidats de l'AfD qui sont morts dans des conditions suspectes. Il y a en France des lanceurs d'alerte, et quelquefois non des moindres, qui sont morts eux aussi dans des conditions suspectes. Est-ce que tout ça peut être intégré dans une crise carrément européenne, quoi, ou pas, selon vous? C'est difficile, évidemment, de tirer des plans sur la Oui, comète, oui, hein. c'est difficile d'y répondre. Ce qui est intéressant, alors là, je vais faire un peu de la publicité pour
un livre que j'ai lu. Et je trouve que assez souvent, si vous voulez, les ouvrages, les romans, etc., la littérature est assez révélatrice, même très révélatrice, du climat général et de la réalité. Peut-être de manière plus profonde, si vous voulez, que les analyses un petit peu savantes ou demi-savantes qu'on pourrait en faire. Il y a je ne sais pas si vous l'avez lu, un ouvrage donc, qui s'appelle 12 France, écrit par un auteur qui s'appelle Céline Kléber. Il a été reçu d'ailleurs récemment sur Radio Courtoisie, euh, qui envisage ça justement. Autrement dit, voilà, une France apparemment relativement paisible, avec subitement une étincelle, Ouais. en l'occurrence, voilà, une échauffourée policière, un dérapage, mais qui est provoqué par l'assassinat d'un prêtre par un groupe d'islamistes, euh, et avec les banlieues qui s'embrasent, avec l'État qui se met à dysfonctionner complètement. euh, avec l'espèce de prodrome d'une guerre civile. Hein. Le bouquin ça s'est paru aux éditions du Toucan Noir il y a 3 ou 4 mois, et je vous le conseille vraiment, chérie Marie, et je le conseille à vos auditeurs. Donc, Céline Kléber, 12 France, et qui est d'autant plus passionnant que l'auteur, qui écrit sous pseudonyme, est un très très haut fonctionnaire qui connaît très très bien Ah oui. la réalité de l'État, l'État profond et pas profond d'ailleurs. Euh, et on a vraiment l'impression d'y être. On a l'impression d'être derrière le miroir sans teint de cette République qui se défait, euh, et qui, au fond, ne sait pas très bien où elle va. Voilà, et donc, c'est peut-être, et effectivement, c'est une chose un peu comme ça que me fait penser la situation actuelle. Voilà, il y a d'autres textes auxquels je pense, notamment un que j'aimerais bien un jour venir présenter sur Radio Courtoisie, euh, si vous Mais m'invitez. vous êtes le bienvenu, cher professeur. Absolument, qui est un roman de Maxime Tandonnet qu'on va bientôt publier aux éditions de Flore, Ah, ah. qui s'appelle Le ministère de l'ordre public, pardon, de l'ordre moral. Il y a aussi Voilà. La guerre intérieure de votre serviteur aux éditions de Chiré. Que vous Ah, pourriez- très bien. Oui, Écoutez, voilà, que vous pouvez vous procurer. c'est un roman Non, non, sinon? c'est pas un roman, c'est D'accord. une analyse, Mais enfin. donc voilà, il y a des choses qui vont, il y a beaucoup de choses qui vont dans le même sens Hmm. et qui nous laissent penser que, Mais quand on euh, voit ce qui se passe en Angleterre, je suis désolé, je vous ai encore oui, interrompu, bien là, sûr. il y a mon éditeur, là, notre auditeur qui va encore me gronder. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, on se dit ça. Il suffit qu'une étincelle. On a l'impression d'être sur un baril de poudre. Alors, les médias n'en parlent absolument pas, mais il y a des manifs monstrueuses en Angleterre qui sont des manifs de patriotes. Alors, bien entendu, ils sont tous d'extrême droite, fascistes, enfin bon, etc. Ça, on connaît les médias. Et on se dit, il peut se passer n'importe quoi, et tout à coup, tout ça, ça peut prendre feu. Euh, Vous rappelez, chère Yves-Marie, en 2011, euh, effectivement, techniquement, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres en Tunisie, qui était présentée ouais. jusqu'alors comme un état d'une stabilité Mais absolument oui, parfaite. absolument. Ouais. Voilà, c'est un marchand de fruits du fin fond de la Tunisie qui s'immole par le feu, et le résultat, c'est les printemps arabes qui vont secouer toute la région pendant des années, en fait. Bah, Hein. bien sûr. Alors, on me signale en régie que nous n'avons plus de place pour discuter. Vous voyez, ça passe tellement vite. C'est pour ça que je vous interrompais souvent, parce que bon, c'est Vous avez tout passionnant à de fait vous... raison. Mais il fallait bien quand même aborder plusieurs sujets. Merci encore une fois du fond du cœur. Surtout que vous avez réagi vraiment au pied levé. Hein. J'avais besoin de vous pour Ah non, analyser mais la situation. c'était avec grand plaisir, et Bon. voilà. Mais- Et voilà. Et, Merci, cher professeur, et peut-être qu'on je se vous en reverra prie, sur Radio Courtoisie. avec plaisir. Au revoir. Au revoir.